il a fait le truc. Hein. Magnifique. Il l'a fait le truc. Recule au bouchon. Ben là, celui-là, il est fabuleux. Celui-là, il est fabuleux. Et Laurent, voyons. Devant de Boule, un podcast produit par Sports Content. Alors, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce 10e épisode de Devant de Boule, le podcast qui plonge au cœur de la pétanque d'aujourd'hui et de demain. On va parler du sport pétanque comme d'habitude, avec un programme aujourd'hui surtout axé autour de la pétanque 2.0, un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur avec l'évolution du digital. On va parler des influenceurs, contenu en ligne, rôle des réseaux sociaux. Dans le sport, on va tout décrypter ensemble. Sachez que vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast. C'est un contenu produit avec Sports Content en lien avec eux. Et vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram également, Devant de Boule. Vous retrouvez les pages et les actus à chaque fois. Et donc, pour nous accompagner, comme toujours, Franck, bonjour, comment ça va? Franck Fayol qui est avec nous. Eh ben, ça va impeccable. Hein. Bonjour Étienne et bonjour à Thierry. J'espère que vous allez bien. Des championnats arrivent, hein. Il va falloir se chauffer, les gars. Voilà. Eh bien, Franck, bonjour. Étienne, bonjour. Bonjour Thierry, ouais, je ne t'ai pas présenté, tu dis bonjour avant que je te présente. Donc, oui, Thierry, on a l'habitude. Oui, des grimpeurs. Tu viens de bien parler. Ça va Thierry? Ça va, impeccable. Et bonjour à notre invité qu'on va remercier d'être venu nous rejoindre aujourd'hui donc pour nous parler de ce sujet. Quand on voit le sujet, on pense tout de suite à lui. De toute manière, ça tombe bien. C'est Tanguy Pénin qui est avec nous. Bonjour Tanguy, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce podcast. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Alors, un petit point sur le programme d'aujourd'hui. Donc, on va faire un premier tour, une première partie autour de l'actualité, surtout la grosse actualité, c'était le grand 8 de la finale de Coupe de France. Juste après la petite présentation de Tanguy, on va faire un petit tour de Tanguy avant de parler de son actualité aussi. Et après, on partira sur la pétanque 2.0, un petit peu, c'est comme ça que je l'ai intitulé, mais bon, ça va parler de la pétanque sur les réseaux sociaux parce que c'est une grosse partie de l'actualité de Tanguy. Et après, derrière, il a une autre actualité, c'est qu'il a pris le poste de DTN en Roumanie et il va nous en parler et nous expliquer un peu comment ça se passe. Et c'est intéressant de découvrir aussi cette fête-là. On finira bien sûr par le questionnaire, un petit peu, qui nous permet d'avoir quelques anecdotes avec Tanguy. Donc, on va démarrer tout de suite la première partie. On va présenter Tanguy. Tu vas me dire si j'oublie des choses. Hein. J'ai un petit topo, mais tu vas me Je t'écoute. Donc, déjà, une première chose, c'est un freestyler et influenceur français spécialisé dans la pétanque. Et il est né à Châteauroux. Et ça, je l'ai découvert déjà. Première chose, il est de Châteauroux, dans notre région. Nous, on est, toi, Thierry et moi, on est de Tours. Donc, Franck est de Limoges. Et oui, je suis né à Châteauroux, mais je ne jouais pas à la pétanque. En fait, c'est quand j'ai déménagé à 14 ans que je suis venu à Millau, j'ai découvert le sport pétanque. D'accord. Voilà, c'est ce que je voyais, première chose. Donc, et après, tu es arrivé dans l'Aveyron à Millau à 14 ans, tu as commencé la pétanque. Et au premier confinement en 2020, tu as commencé à publier des vidéos de tes préférences de pétanque. Et puis, tu as réussi à faire quelques exploits, en plus, tu es quand même assez doué, on va pas se l'enlever, qui t'ont permis d'avoir plus d'1 million de vues en 3 jours. Et tu es devenu le premier influenceur mondial de pétanque freestyle, avec plus de 300 millions de vues et sur les plateformes. Je crois que c'est plus de 280 000 abonnés sur TikTok, 50 000 sur Facebook et 10 000 sur Instagram. Si je dois... À peu près, c'est ça. Les stats sont assez bonnes. Après, niveau vue, je pense qu'on a dépassé les 600 millions de vues là, sur les plateformes. Ah ouais, quand même. Incroyable. Et donc, tu as créé du coup ton entreprise en 2022, tu fais des animations, du team building axé sur la pétanque. Et donc, tu as été licencié donc, à Millau jusqu'en 2020. Après, tu es passé à Monaco. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Maintenant, tu es licencié à Bucarest. C'est ça. Voilà. Au niveau du palmarès, il y a des vice-champions d'Aveyron en doublette junior, en tête-à-tête junior 2016-2017. Vice-champion de France UNSS aussi. Beaucoup de mondiaux gagnés, surtout à l'étranger. En fait, tu t'aimes beaucoup te déplacer. Donc, j'ai de la Grèce, du Pérou, de l'Espagne, de l'Angleterre, du Luxembourg, de la Lettonie, de la Hongrie, la Croatie, du Mexique, de l'Espagne, de la Slovénie. Voilà, dans tout ton palmarès.
principalement à l'étranger. Après, j'ai quand même eu en France, on va dire en palmarès régional, j'avais fait une finale du régional de Riom à 256 équipes. J'ai fait 2 fois finale sur les 2 années 2022-2023. Et j'avais également partagé le national de Grenoble, le régional, où il y a en 2019. Mais après, c'est vrai qu'on me voit très très peu sur le circuit français, surtout ces 3 dernières années. Et j'ai un titre qui me tracasse, mais que j'ai envie que tu m'expliques un petit peu. En 2022, tu es champion de France de bull and bike. Explique-nous en quoi ça consiste. C'est quoi ça, le bull and bike? Champion de France de bull and bike, en fait, c'est quelqu'un qui a créé une fédération, on va dire, de bull and bike. C'est comme le biathlon. En fait, c'était 3 km de vélo, 3 tirs de pétanque. Donc, si tu manques, tu fais des tours de piste et tu en fais 3 km de vélo. Et donc, c'était la 3e édition à Asté dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, il y avait 46 équipes inscrites et on a été champion avec mon meilleur ami qui m'avait mis à la pétanque. Donc, c'est Hugo de Boissieu, c'est ça? Ouais, on a eu le titre, voilà, c'était honorifique de champion de France de bull and bike. C'est sympa. Ouais, après, bull and bike, moi, je pensais que tu étais sur le vélo et tu tirais des boules, tu vois, quand j'ai entendu. Ça aurait pu. D'accord. Ah, c'est génial, ça. Il y a pas mal de choses originales. Je sais pas si j'ai oublié des choses. D'ailleurs, oui, tu as bien fait de rappeler ton palmarès sur le truc français. J'allais en parler quand même un petit peu. Hein. Je l'avais vu. J'avais Ronce. J'avais pas tout, mais bon, j'avais Ronce. J'avais pas Grenoble, mais c'est une belle compétition aussi, même si on a vu dans les actus qu'elle n'aura pas lieu cette année. Oui, malheureusement. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'a rien oublié. On a fait le tour. Oui, de toute façon, on a 1 heure pour en discuter au cas où. Mais c'est à peu près ça. On va compléter sur l'actualité après derrière puis la pétanque 2.0, on va en parler un peu plus. C'était surtout le palmarès juste dans le sport en lui-même au départ. Donc deuxième actualité après cette présentation donc de Tanguy. Le retour sur le grand 8 de la finale de Coupe de France. Je fais un petit point sur les résultats. Donc en quart de finale, on avait Arlan qui a battu Bron, Biver qui a battu Vaux-en-Velin, Lorélec-Kerouan qui a battu Frémin-Sainte-Barbe et Fréjus qui a battu Argelès. Ce qui nous a donné les demi-finales avec Fréjus qui a battu Lorélec-Kerouan, qui a bien résisté quand même, qui a été jusqu'en demi-finale pour le petit poussé. Arlan qui a battu Biver. Et on a vu en finale Arlan qui a battu Fréjus. Alors moi, j'ai rien vu. J'étais occupé ce week-end. Je vous laisse me parler de ce grand 8 de Coupe de France qui se jouait donc au Boulodrome du Douaisis dans le Nord. Qui se lance en premier? Moi, je vais commencer parce que moi, j'ai suivi un petit peu mes petits poulains là du Relec, hein, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour ce club-là que j'avais quand on était en CNC2. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de copains et je les ai suivis. C'est un club vraiment de copains et j'espérais qu'ils aillent encore plus loin. Bon, ils ont fait demi-finale, c'est déjà magnifique, hein. Et c'est vraiment une équipe qui est vraiment solide. Voilà, pour les avoir vus jouer et puis pour avoir déjà joué contre eux, ça joue vraiment très très bien. Après, je dirais, est-ce qu'il y a eu les 2 finalistes? Une surprise, non. C'est pas pour dénigrer les autres, mais bon, voilà, Fréjus et Arlan, c'est quand même au-dessus. Pour moi, c'était vraiment au-dessus du lot. Voilà, après, on a vu des très belles parties, des beaux hommages, avec des larmes plein les yeux, un peu de tout le monde. C'était chouette. C'était chouette. Ouais, dans les hommages, tu parles, il y a eu un hommage à Philippe Suchot, c'est ça? Fasino en premier, pour son 50 ans, son premier titre de champion de France tête-à-tête. Voilà, il y a 50 ans. Donc, une carrière de 50 ans, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Et puis, Philippe Suchot pour son arrêt en équipe de France pour les compétitions internationales. Et puis, il a eu après des soucis de famille là, qui lui ont donné encore plus de larmes. Et puis, avec ce titre qui l'a fait pleurer en plus de tout ce qui lui est arrivé, quoi. Moi aussi, j'ai suivi la Coupe de France comme toi. Pour tout ce que tu as dit, c'est vrai, Philippe Suchot et Christian Fasino, des maîtres de la pétanque à contester. Par contre, j'ai regretté que Rizzi a eu des petits problèmes, je crois, en partant de Nice et il n'a pas pu se rendre à la finale. Donc pour Fréjus, ça a quand même été un manque cruel parce que Rizzi, on ne le remplace pas comme ça. Et puis autrement, pareil, j'ai vu de très très belles parties. J'ai vu une féminine à Kerouan, là, Bretagne, oui. très très bonne.
Ah que oui, je elle ne joue très, connaissais très pas bien. du tout et Mm. qui a été excellente. Et Laetitia après, Lostis. comment? Laetitia Lostis. Oui, mais que je ne connaissais pas. Et j'ai Non, vu c'est pour la des. citer, hein. Eh oui, c'est très bien parce que je me souviens plus de son nom. Puis Angélique a été très bonne aussi dans l'ensemble, dans ce que j'ai vu, dans les féminines. Et puis après, les favoris, bon, Arlan, qui aurait pu perdre contre Bron, ça s'est joué à peu de choses. Suchot a sorti encore une rafle de ne sais où. Du Suffo Time. Et donc, ils s'en sont sortis vainqueurs, mais très difficilement. Et après, bon, j'ai été surpris de la non-qualification de Vaux-en-Velin, parce que j'en avais fait mes troisièmes favoris. Voilà, parce qu'ils avaient une belle équipe. Et puis autrement, on a vu, toujours, c'est les meilleurs. Hein. J'ai vu Christian Fasino à 68 ans faire des parties encore exceptionnelles. Et puis voilà, ils ont gagné, ils le méritent après. Hein. J'ai trouvé des joueurs de Fréjus, alors sans être méchant, parce que ils sont très bons, hein, mais Stéphane Robineau un peu en dessous. Et puis Romario, qui joue très peu dans leur équipe. Pareil, c'était un peu plus dur, quoi. Voilà. Tanguy, t'as regardé un Ouais. peu? Moi, j'ai suivi aussi, ouais, j'étais en compétition, mais j'ai suivi de loin. Pour la petite info, moi, j'habite maintenant à côté de Marseille et je suis à 3 minutes de Biver, Ah oui. que je félicite parce que, donc, quand je suis arrivé à Marseille il y a 4 ans, Julien, le président, venait de récupérer le club où il y avait vraiment rien. Et il a fait une équipe de copains. Il a fait énormément de tournois les semaines pour essayer, voilà, pour faire tourner le club. Et j'ai vu les stats de Sportmax sur les 8 joueurs de l'équipe, il y en avait qu'un, Emmanuel Viola, qui avait été champion départemental une fois dans sa vie. Je veux dire, donc Ah c'était oui. vraiment l'équipe surprise. Après, c'est des très beaux joueurs des Bouches-du-Rhône et des alentours. Il faut se dire voilà que réussir à faire demi-finale, voilà, c'est un petit club. Hein, il y a peut-être 70 licenciés, boulodrome de 12 terrains, réussir à faire ça, c'est vraiment à féliciter. Après, j'ai suivi, ouais, par rapport à la féminine, elle a été vraiment impressionnante, Laetitia Lostance, parce qu'on a vu qu'elle a presque tout gagné. Hein. Elle a gagné tous les points qu'elle a pu prendre, que ce soit contre Bron, et en demi aussi, elle a presque gagné toutes ses parties. Et là, c'est vrai que ça a été un peu une révélation, mais c'est vrai qu'on a moins, sur l'année, vu que la plupart des nationaux sont en France, on a moins de visibilité sur les nationaux du Nord. Et donc après, une finale à Arlan, Fréjus. Et c'est vrai que voilà, sans Henri ça les a un peu défavorisés. Et voilà, il a peut-être manqué une autre féminine également pour les aider, parce qu'on connaît vraiment Fanja Brio, poste de tireuse, qui est très très forte. Mais peut-être que Lucie Rousseau a été un peu limite, sans vouloir mais limité sur le point. Il manque un peu de tir. Et peut-être que ça aurait pu un peu plus les aider, peut-être pour le côté mixte. Voilà, pour Fréjus. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à faire finale, même en ayant Diego Rizzi qui ne vient pas. Donc voilà, c'était une belle équipe, belle Coupe de France. Et voilà, le Boulodrome de Douai a l'air très sympa. Je regrette également que le peu de spectateurs, parce que beaucoup de personnes critiquent qu'il y a peu de spectateurs. Là, l'entrée est gratuite et on voit que c'est pas complet. Après, voilà, sans vouloir refaire de débat, c'est très bien d'avoir fait un Boulodrome dans le Nord, ça permet de faire jouer. Mais peut-être qu'il y a un peu moins d'adeptes dans le Nord, donc c'est peut-être pour ça que les Boulodromes sont moins remplis. Donc, mais en tout cas, après, c'est mon avis personnel. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de personnes, vu tous les moments importants que vous avez dit, que ce soit Suchot, Fasino et tous les joueurs qui étaient là. Alors, on a déjà fait le débat Ouais. tu regarderas l'épisode, ça va être l'épisode numéro 1. C'était le premier épisode qu'on avait fait et on était peut-être un peu moins rodé. Entre la pétanque du Nord et le pétanque du Sud. On en a parlé un peu. On est tous nordistes, donc on a un peu plus défendu la pétanque du Nord, c'est normal. Mais ouais, je suis pas convaincu qu'il y ait moins de public dans le Nord que dans le Sud. Ouais, mais je pense qu'il l'aurait fait. Alors après, j'ai participé déjà à plusieurs championnats de France là-bas, et effectivement, c'est un boulodrome. Il est vraiment magnifique. Moi, pour moi, c'est le plus. J'en ai fait pas mal de championnats de France. C'est le plus beau boulodrome que j'ai vu. Mais l'avoir mis c'est vrai, dans le Nord. Alors, pour pas critiquer mes copains du Nord, hein, mais c'est vrai que ça aurait été dans le centre de la France. Je pense que, alors pas parce que j'habite Limoges, hein, mais dans le centre de la France, je pense que ça aurait drainé plus de gens pour te rejoindre, Tanguy, tu vois, plus de gens de toute la France. Le Oui, c'est problème, plus c'est des que là, routiers. C'est plus des routiers, là, c'est isolé. Ça aurait été au centre avec des routiers de partout. Limoges, il me faut 7 heures de route pour y monter, pour aller voir une Coupe de France, même si c'est magnifique, c'est loin. Hein. Ouais,
Et après, moi, voilà, je parlais pas du Sud-Sud parce que je sais que Marseille où ça va, regarde pas trop. Mais Limoges, Montluçon, éventuellement Valence, je pense qu'il y aurait eu plus de spectateurs. Surtout que voilà, franchement, je félicite la Fédération française qui a réussi à faire des passes gratuites, Bien sûr. qu'on tout fait pour faire venir du monde. Mais c'est vrai que ça reste un peu dommage, je trouve, voilà, parce que Ça. ça devrait être plein à craquer. Ah, parce Surtout, que là, les tribunes étaient vides. Hein. Les tribunes étaient vides. Ah, la passion de la pétanque est plutôt dans le sud, de toute façon. Après, il y a autant de monde dans le nord, mais c'est vrai que les spectateurs y vont peut-être moins. Bien sûr. Ouais. Non, mais après, voilà. En tout cas, moi, sur ça, je félicite par contre la Fédération française qui a fait de l'excellent boulot. C'était top. Donc, une belle Coupe de France et je pense que Arlan fera un super parcours en Coupe d'Europe pour la Ouais. France. De toute manière, l'enfant qui gagne la Coupe de France est le archi favori pour la Coupe d'Europe à chaque fois, de toute C'est ça. manière. Mm. Donc, si c'est pas, s'il est presque pas le titre de champion d'Europe tout de suite. Ah, faut jouer après. Hein. Ouais, mais bon, mais on voit les écarts, les dernières éditions Oui. de la Coupe d'Europe, franchement, alors c'est bien d'avoir fait cette compétition, mais les éditions, même les meilleurs Italiens, c'est le meilleur pays peut-être pour nos concurrents en Europe, ils viennent jouer dans les clubs français, donc Oui, voilà. Après, je sais pas si on en parlera plus tard, mais il y a plusieurs raisons qui font que la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'elle est un peu plus basse. Déjà, il n'y a pas les équipes espagnoles, Mm. qui est quand même le pays où il y a plus de clubs et tout. Il n'y a pas de clubs d'Espagne, il n'y a pas de clubs de Portugal, j'ai jamais compris pourquoi. Et après, voilà, dans les autres pays, moi, je connais la Lettonie, ils sont 10 clubs. Donc, 10 clubs, c'est comme si, on envoyait une fléchette au hasard dans la France, qu'on prenait les 10 clubs les plus proches et qu'on essayait d'envoyer des joueurs dans le pays. Ah oui. C'est pour oui, ça que ça reste compliqué. On a 300 000 licenciés en France et on est 600 000 licenciés dans le monde. oui, Sachant oui. que l'Asie, vous rajoutez 150 000 licenciés. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai que la Coupe d'Europe, elle est un peu plus basse, mais il faut réussir à la gagner. Il y a quand même les Hollandais, il y a les Italiens, il y a les Suisses, il y a les Monégasques, le Luxembourg, qui était champion en 2011. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas l'Espagne. Mais à créer une compétition, on va dire, internationale, il faudrait limite faire une Coupe du Monde des clubs. Avec là, par contre, avec les meilleurs clubs thaïlandais, les meilleurs clubs africains, que ce soit la Tunisie, le Maroc, Ah, ça le serait Bénin. plus compliqué. Là, Ça oui. sera autre chose. Ça serait autre chose. Là, ça pourrait être télévisable, ça pourrait être intéressant parce que voilà, et on aurait tous les continents. Peut-être que la fédération internationale ira sur ce côté-là dans les prochaines années. Oui, puis pour la pétanque dans les petits pays, ouais, effectivement, on va en parler un petit peu plus tard quand on sera sur ton nouveau poste. Je pense que ça va se regrouper un petit peu dans ces choses-là. Ça va se recouper, je pense. Autre chose à rajouter sur cette Coupe de France dans le coup, belle version. Il y en a qui ont déjà commencé la nouvelle saison d'ailleurs, faut le préciser. Il y en a qui ont commencé les premiers tours de qualification dans les départements. Il y a eu des premiers tours, deuxième tour qui se sont déjà joués, je crois. Ah, bah, il y a de l'engouement, hein. Il y a Donc, pratiquement 5000 clubs, je crois, qui font la Coupe de France. ça doit être sympa. Je sais que chez nous, chez nous, c'est d'ailleurs, ça a été félicité par d'autres départements qui le font pas comme ça. Chez nous, dans l'Indre-et-Loire, ça a félicité. C'est une bonne initiative et je pense que ça pourrait être une idée pour les autres départements. C'est-à-dire que le premier et le deuxième tour départemental sont regroupés tous au même endroit. Ça se joue la même journée. Le premier tour le matin, le deuxième tour l'après-midi, avec toutes les équipes départementales qui sont réunies. C'est sympa. Je trouve l'idée sympa de le faire sur une journée comme ça. C'est le 12 avril chez nous. C'est une très très bonne idée, hein. Ça permet d'économiser des week-ends et d'éviter de faire de gros déplacements et tout. Ça, c'est une super idée, je trouve. Ouais, j'ai trouvé l'idée très bien. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Ah, bah vous, j'ai fait comme ça, alors que les autres, ils jouent comme ça. Faut trouver la date pour s'arranger à chaque fois entre les clubs pour jouer, c'est compliqué. Là, au moins, c'est fixé et je trouve l'idée très sympa. À méditer pour ceux qui écoutent. Voilà. Donc, première chose, on a fini donc là-dessus. Si vous avez fait le tour sur la Coupe de France et tout, on va parler de la pétanque 2.0, ce que je vais appeler la pétanque 2.0, parce que c'est la pétanque sur le web, donc on a essayé de vous faire un petit rapprochement. Alors, la pétanque, elle évolue. Il y a de plus en plus de digital autour de la pétanque, hein, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Vous en voyez de plus en plus qui se multiplient. Il y a une vraie communauté. Alors, Tanguy est le numéro 1. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler avec lui. Quel regard tu portes sur la nouvelle génération de tous ces créateurs de contenu qui t'ont suivi, qui ont suivi un peu ta mode, même si tu les as emmenés un petit peu, même si ça aurait peut-être éclos sans toi, mais ça t'a suivi un peu. Oui, après, comme je disais sur mes précédentes interviews,
moi, j'avais voulu faire la vidéo pour m'amuser pendant le confinement. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu la chance d'être partagé par Bullistonaut. Et la vidéo, elle a fait 5 millions de vues. Et après, en fait, j'ai posté sur TikTok et j'ai réussi à faire des vues. Mais au début, ça n'a jamais été mon objectif. Et sauf qu'en fait, ça a pris beaucoup plus d'engouement que prévu avec le Covid. Et après, ça fait un peu, on va dire, une histoire Netflix. Voilà, j'ai continué à faire des défis dans mon jardin et de plus en plus, ça a buzzé. J'ai eu l'occasion de faire M6. Après, on m'a contacté pour faire le Tour de France. Donc, j'ai fait une animation sur le Tour de France. Et un an après, j'avais refait une vidéo qui avait fait 10 millions de vues. Le dimanche, j'avais l'équipe de T1. Le mardi, j'avais TF1 dans mon jardin. Mercredi, j'avais BFM TV. Et une semaine après, je faisais nos passeports pour aller jouer en Martinique avec Monaco. Donc c'est vrai que ça a pris de l'ampleur démesurée pour moi que, voilà, avant de faire les vidéos, j'avais 150 abonnés. J'étais vendeur de vin et je pensais pas être un tel engouement. Après, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup persévéré. Je suis à 1500 vidéos quand même en 5 ans, 1600. Et donc, Ah oui. donc voilà, après, c'est pour le plaisir. Et au fil des années, ça change, il y a plus de projets. Et voilà, après, moi, l'idée, c'est pas de faire comme influenceurs, comme ils font, voilà, comme la télé, les bimbos qui font de la promotion de maquillage ou des mecs qui font de la promotion pour de la crypto-monnaie ou pour des formations. Moi, l'idée, c'est de dire aux jeunes, mais vous voyez ce que je suis en train de tirer des boules dans mon jardin. Mais vous pouvez faire pareil, vous. Donc, prenez le téléphone, allez vous filmer en train de tirer une boule, 3 boules, 10 boules, et faites-vous plaisir. Allez vous montrer votre vidéo à votre père, à votre grand-père, à vos amis. Essayez de vous défier. Et en fait, sortez de chez vous pour jouer à la pétanque, parce que c'est un super sport. Et voilà, et donc ça a bien marché. Là, on peut voir que les jeunes maintenant, je pense que vous suivez les réseaux, c'est tous les jours sur TikTok, il y a peut-être 50, 100 vidéos, 200 vidéos de pétanque. Je sais pas si j'ai beaucoup aidé dans ça, mais sur les 4 dernières années, il y a eu plus de 4000 licenciés en plus en jeunes en France. Donc peut-être que on a pu aider, on va dire, à donner envie. Et donc voilà, c'est plutôt. Et ce qui est bien, on va dire aussi, c'est que le contenu, c'est ouvert à tous. C'est que je ne parle pas sur les vidéos. Ouais. En fait, Et tu gagnes ta vie du coup à faire des vidéos. Je sais pas comment ça fonctionne moi, donc non, je vois tes vidéos. D'ailleurs, je trouve ça vraiment impressionnant. Il y a des trucs, Merci. je trouve ça super. Non, non, franchement, c'est ouais. Et donc, Tu fais des triangles, des tirs à la sautée, des machins. Pourtant, je suis tireur moi, mais je vais te dire, c'est impressionnant. Hein. Et combien de Ouais, fois bah, tu te reprends pour faire tes vidéos? Ça doit prendre, parce qu'il faut se reprendre à plusieurs fois, ou alors tu es super doué. non, après, on peut faire un essai, 3 essais, 15 essais, tout dépend. Après, j'ai eu l'occasion là où je voyais que j'ai eu un peu plus de chance, c'est que j'ai fait plusieurs émissions télé où j'ai réussi à taper 19 boules sur 20 en direct. Donc ça, c'est top. Hein. Moi, ce que j'apprécie sur tes vidéos, c'est que tu frappes pas justement toutes les boules comme certains qui se filment aujourd'hui. Enfin, moi, je vais te dire, je vais être dans mon jardin, je vais mettre 3, 10, 15, 20 boules. Je vais faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Quand je vais les avoir tapées, je vais poster cette vidéo. Et toi, c'est vrai qu'il y a des vidéos que tu fais, eh ben, t'en manques une, t'en manques deux, t'en manques trois, tu tapes pas la bonne, tu machin, et tu la postes quand même. Et ça, je trouve ça bien. Oui, On après, sait qu'on n'est pas des machines. faut le montrer. Et après, voilà, après moi, le souci, c'est que, en fait, mes vidéos sont plus ciblées pour un public qui sont pas très connaisseurs de la pétanque, on va dire, ou pour les jeunes, et sont pas destinés aux joueurs aguerris, on va dire. Ils se disent, oui, mais il peut faire des essais, oui, c'est trafiqué, oui, il tire pas comme ça en concours. Alors que moi, j'ai toujours dit que voilà, les vidéos, c'est pas la même pression, c'est pas la même distance, c'est pas la même De toute cadence. façon, c'est pas de la pétanque que tu fais. Tu vas pas faire un concours et tirer 25 boules C'est ça. d'affilée. Donc toi, c'est un autre comment dire, un autre contenu, c'est autre chose. C'est un autre jeu que tu fais. C'est un autre concept, hein. Mais Ouais. ça reste, voilà, ça reste, on va dire, de la pétanque. Et voilà, l'idée, c'est quand même de montrer aux jeunes que la pétanque, ça peut être cool. C'est pas que les papilles qui jouent la semaine ou que l'été avec une bière et un saucisson. Et que, voilà, avec 3 boules, ça peut être fun. C'est attrayant pour les jeunes et en plus, ça permet de faire découvrir tous les autres pays la pétanque. C'est vrai que Ouais, c'est un avantage. Mais là, par exemple, j'ai une vidéo qui a percé la semaine dernière. La vidéo, elle a fait 1,5 million en vues et ça a percé en Afrique. Donc, il y a Ouais. plein d'Africains qui veulent acheter des boules, qui veulent se renseigner et tout. Donc, c'est
c'est sympa. Donc, et voilà, et à l'étranger, il y a quand même un engouement. Je sais que quand je vais faire les pays, il y a des gens qui adorent ça, il y en a qui connaissent pas, qui veulent essayer et tout. Après, voilà. Après, comme il y a des fédérations qui sont toutes petites, il y a des fédérations qui ont un peu plus les moyens. Donc voilà. Mais après, j'ai fait mon possible en allant faire les compétitions pour essayer d'appeler les ambassades, d'appeler les, les clubs, d'essayer de trouver des solutions pour promouvoir le sport. Ah, c'est génial. Et c'est quel type de contenu qui fonctionne le plus? C'est vraiment le tir, c'est jamais le point de toute manière. C'est surtout le tir. Les dernières qui ont vraiment fonctionné, c'est souvent quand je suis avec des jeunes, des écoles de pétanque, on s'aligne, on tire tous une Ah poule. oui, quand t'es aligné, ouais, exact. Ouais, je vois ça, c'est Ça, sympa. ça plaît beaucoup. Ou sinon, c'est vraiment du gros défi où je tire par exemple 40 boules en 1 minute 30 et que je tire rapidement, ou soit devant un beau spot. Et moi, voilà, l'objectif à terme serait de calmer un peu les défis, de faire un peu plus des vlogs un peu YouTube. Un peu, venez avec moi, une semaine en voyage en Côte d'Ivoire. Venez avec moi, aider à faire progresser la Roumanie. Ou petit week-end dans l'Indre-et-Loire. Tu vois, c'est mais montrer, voilà, tous les acteurs de la pétanque, et c'est mon quotidien. D'accord. Quelqu'un qui le fait très bien et que je félicite, c'est Laurent Maboul, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, qui c'est un peu. J'étais avec lui il y a une semaine, il était au trophée Handi Pétanque à Dijon avec moi. J'étais à côté avec lui la semaine dernière, tu vois. Lui, c'est une super personne et il fait beaucoup de bien dans la pétanque parce que donc c'est pas un genre de boule et il traverse la France en camping-car pour aller filmer les joueurs amateurs comme les champions. Il fait des compiles pour les femmes, pour les personnes handicapées, il fait des vlogs, des tournois. Oui, j'ai vu ça. D'accord. Ok, je vois ce que le gars que tu veux dire. La personne, oui. Je vois pas son visage, mais je vois ce qu'il fait. Oui, exact. Ouais, mais c'est super ce qu'il fait. Donc ça permet de bien promouvoir. Après voilà, et après il y en a qui promouvent. Je pense qu'on est plusieurs maintenant plusieurs à avoir fait des vidéos. Il y en a qui ont vraiment réussi ou d'autres non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de contenu digital sur les réseaux sociaux ces dernières années. Et d'ailleurs, par rapport à ça, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressés de ça dans les relais, j'espère qu'on aura du monde qui va nous écouter parce que je trouve ça vachement intéressant. S'il y en a qui se lancent et tout, les défis, les pièges à éviter pour pas tomber dans la caricature et tout, parce que toi, tu commences maintenant à bien connaître ça, tu t'as dû te faire avoir quelques fois sur des vidéos qui ont un peu moins marché où tu t'es dit mince, ça s'était pas réussi en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut pas abuser là-dessus? Peut-être trop de montage avec trop d'essais, ces choses-là. Ouais, déjà les montages où il y a beaucoup de montages, les gens apprécient pas trop. Et c'est souvent l'angle de vue aussi qui est important. Parce que des fois, on peut tirer à 10 mètres, on peut penser qu'on est à 6 mètres. Voilà. Et après, parce que voilà, moi j'ai fait 600 millions de vues avec un téléphone posé sur un parpaing, on va dire. Mais c'est vrai qu'en ayant eu un caméraman, ça se trouve, j'aurais fait moins de vues, j'en aurais fait largement plus. Donc voilà, et je pense que faut s'amuser avant tout. Parce que moi, je n'ai reçu énormément de messages de gens, de personnes qui voulaient faire. Mais tout le monde me disait, ah oui, je comprends pas, j'ai posté 15 vidéos, je fais moins de vues que toi. Mais le but, c'est que ça doit faire plaisir à toi. Ouais. Parce que moi, les vidéos, là, j'ai fait des vidéos à des millions de vues, je fais des vidéos à 500 vues, 1000 vues. Mais je continue de poster. Parce qu'il faut te faire plaisir. Moi, le jour où j'en aurais vraiment marre de faire des vidéos, j'arrêterais. Je ferais pas ça pour le plaisir ou pour me faire de l'argent ou autre. C'est beaucoup de gens oublient. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, alors c'est très bien, toi, bon, t'as percé au tout départ, mais aujourd'hui, tu vois, les jeunes, alors c'est pas pour rentrer dans ces trucs-là, mais quand on voit à la télé toutes ces téléréalités où les gens, enfin, ils font rêver les jeunes, ils partent dans des pays, dans des villas, des machins, et aujourd'hui, les jeunes, ben, ils peuvent s'identifier à toi, dire, ah ben, regarde, Tanguy, il fait des millions de vues, moi aussi, je veux faire pareil, je veux gagner ma vie je veux pas aller travailler, mais je veux faire de la pétanque, des vidéos et gagner ma vie. Mais ça marche pas comme ça, quoi. Ah oui, T'as le même phénomène dans le foot, Franck, avec tous les jeunes. Ah bah, c'est un bon petit joueur, il va devenir comme Mbappé, il va gagner des centaines de millions d'euros. mais C'est la bien même sûr, chose. c'est pareil, C'est la même chose, hein. c'est pareil, c'est dommage, hein. Après, voilà. Mais, Après, mais la vie, c'est beaucoup comme mais ça maintenant. c'est le truc, c'est que les gens pensent que sur les vidéos, je prends des 5 000, 10 000, 15 000 euros ou autre. Alors que moi, c'est plus un complément de revenu. Ça fait gagner entre 200, 500, 800 euros par mois. Mais si j'aurais que les vidéos, j'en vivrais pas. Moi, pour moi, c'est un complément de revenu. Mais par contre, là où je gagne de l'argent, c'est sur de l'événementiel en entreprise la semaine, c'est en donnant des cours, en faisant des initiations, en ayant des sponsors. Mais en fait, la différence
on va dire, que j'ai eu par rapport aux autres, sans vouloir même les joueurs pro, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup d'événements d'entreprise et je me suis vendu. Je me suis vendu, j'ai été voir des entreprises, j'ai mon dossier de présentation, je vais chercher le monde pour me suivre, je vais avec mon projet, mon histoire. Que la plupart des joueurs de pétanque, même les joueurs pros, pensent qu'en fait c'est les sponsors qui vont venir à eux. Et c'est pour ça qu'on reste sur toujours les mêmes sponsors qui sponsorisent les joueurs de pétanque. Et donc on reste sur des marques de sport ou de textile. Ouais. Ou après quand il y a des gros groupes, voilà. Mais voilà, moi cette année, j'ai des sponsors. Là, j'ai des panneaux solaires, j'ai un expert comptable, j'en ai une dizaine de sponsors, mais qui sont pas dans le milieu, mais qui veulent me suivre parce que mon histoire est bien, mes projets sont bien, et et voilà. Donc peut-être que dans l'avenir, voilà. Après, moi, j'ai un agent aussi, donc ça m'aide également beaucoup pour me placer, pour faire de l'événementiel. Mais tous les jours, je passe 3-4 heures à faire mes dossiers de présentation, à être au téléphone. Euh, les vidéos, au début, je prenais des journées. Maintenant, si je prends une demi-heure pour faire 2 vidéos, après, je suis toujours au téléphone en train de créer des projets, en train de faire des devis. Et maintenant, je suis plus, on va dire, devenu, on va dire, commercial. Commercial de moi-même, voilà, pour me Ouais, vendre. t'es entrepreneur, tu as ton Ouais. entreprise et faut que tu la fasses tourner, hein. Donc voilà, après, j'ai beaucoup de projets. L'étranger m'a ouvert énormément de portes. Et voilà, et moi, je reste sur une mentalité où, quand je peux, j'essaie de faire au mieux pour promouvoir le sport. Pour une entreprise normale ou pour une école de pétanque, ce sera jamais les mêmes prix. J'essaie de faire le moins cher que je peux pour venir à une école de pétanque quand je peux. Et par contre, les entreprises, voilà, pour du budget, on va pas aller, on peut mettre un peu plus cher les animations. D'accord. Et oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des jeunes qui viennent dans la pétanque et avoir des sponsors qui sont en dehors de la pétanque. Nous, je vois, quand on organise le national de pétanque à Tours, et comme demain matin, j'ai une réunion avec une école de sport, la Women's School Sport, et donc c'est que des jeunes, et ils nous cherchent des sponsors qui sont en dehors de la pétanque, hein. Oui, oui, c'est ça. Ça intéresse parce que tu as un public en plus généralement un peu plus âgé que pour les autres sports, donc tu as un peu plus de pouvoir d'achat. Donc ça intéresse les sponsors extérieurs, mine de rien. Ah oui. Moi, je À continue à part toi, croiser les à doigts. part toi. Toi, qui as un Je public avec continue les jeunes. à croiser les doigts, mais pour le moment, tous les sponsors qui m'ont sponsorisé, j'arrive à rembourser le sponsoring, à leur trouver des clients. Parce qu'après, voilà, il y a 600 millions de vues, donc je fais à peu près 150 millions de vues par an. Je fais entre 5 et 10 télés dans le monde entier. Et après, voilà, de l'événementiel, j'ai leur logo sur le t-shirt. Donc, c'est ça qui aide. Après, pour la professionnalisation de la pétanque, demain, c'est mon avis. Demain, on fait une équipe à l'année où c'est Rocher, Rizzi et Robineau. S'il y a quelqu'un qui va les vendre, voilà, la triplette sur 20 dates avec de l'animation par mois, plus après le logo du sponsor sur le maillot, mais ils auront un budget énorme. Mais c'est juste que ça se fait pas. C'est que chaque joueur, en fait, ils vont prendre par-ci, ils vont faire des animations par là, ils vont faire par là, et donc ils prennent quand ils peuvent. Mais ils auraient une technique un peu plus, on va dire, marketing. Il y aurait largement moyen d'avoir plus de pétanqueurs professionnels. Mais Après, tu c'est vois, mon avis à moi. C'est pas pour le Dylan, gré ou Dylan pour qui a être. pris un agent. Dylan qui a pris un agent comme ça, qui fait plus de choses, c'est un peu plus organisé avec son agent et tout, ben ça choque par contre, et ça gêne les autres. Donc le monde de la pétanque n'est pas spécialement habitué non plus. On a le même agent. On a le même agent avec Dylan. Donc on travaille en collaboration. Mais c'est vrai que ça aide. Il y a moins de stress pour aller démarcher. Il gère les partenariats. Il va chercher les animations, les sponsors. Mais on va pas m'appeler moi. Je vais directement envoyer. Moi, je gère l'étranger. Mon agent, il gère toute la France. Donc déjà, j'ai moins de stress. Et le chef d'entreprise n'a pas Tanguy Penin en direct. Ouais, c'est pas pour Tanguy Penin, voilà, c'est pas pour avoir de l'ego, mais ça aide à avancer, à gagner du temps. Et il faudrait peut-être avoir plus d'agents, plus de personnes ou des freelances qui vendent des joueurs de pétanque ou des clubs. Ça pourrait marcher pour la professionnalisation de la pétanque en France. Oui, ça doit être l'avenir, hein. Comment? Ça peut être l'avenir de la pétanque. Parce il faudrait que ça se professionnalise. C'est ça. Après, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on est en train de décaler un peu de la conversation de base, excusez-moi. Oui, Mais non, mais il n'y a après, pas de mal, mais c'est intéressant.
Ce que Non, je mais veux, c'est c'est. bien, c'est dans ton rôle aussi, dans le rôle d'influenceur, Mais c'est aussi ton rôle de la promotion de la pétanque et d'amener. Tu l'as professionnalisé dans un certain sens pour toi. pour moi, oui, voilà. Après, voilà. Donc, les gens se cantonnent à, ah oui, mais ils gagnent de l'argent à faire des vidéos. Mais voilà, entre les voyages, entre les animations et voilà, les coups de téléphone à l'étranger, plus les vidéos, je peux vous dire qu'il y a un sacré planning, mais par contre, c'est un boulot que j'adore. Le matin, je sais pourquoi je me lève. Oui, il faut bien préciser aux gens que bah, moi, faire des vidéos, je fais pas que de la pétanque, mais je fais tous les sports et tout, je suis un peu occupé aussi dans ces choses-là. C'est un boulot à temps plein. C'est pas, on pose pas juste la caméra et c'est bon et c'est fait quoi. Il y a énormément de boulot derrière. Pour 10 minutes de vidéo, il y a peut-être 5 jours de boulot derrière quoi. Euh, Pas moi, ça. Non, j'exagère. Genre, Mais, j'exagère, mais pour dire qu'il y a un gros écart quoi. mais voilà, et même pour, voilà, peut-être qu'on va un peu changer, mais je préfère être transparent aussi sur ça. Du coup, moi, je suis un joueur de pétanque. Je pense que j'ai un bon niveau régional, pas un niveau national. Mais par contre, j'ai le même programme que les joueurs qui sont champions. Sur Diane Rocher, Henri Lacroix, Sébastien Rousseau ou autres. Et pour les gens qui disent, ouais, mais les mecs, ils sont payés qu'à jouer à la pétanque, je pense que s'ils feraient le même planning que les hors de boule, au bout de 2 semaines, ils seraient en arrêt maladie. Parce que ce que les gens voient, c'est, ah oui, Diane Rocher, il est payé pour aller faire l'animation le vendredi à une exhibition. Sauf qu'en fait, ils ne voyaient pas que le lundi, il était sur une animation privée. Le mardi, il faut aller faire rouler 7 heures pour aller faire les 2 jours des masters de pétanque. Mercredi, jeudi, master de pétanque. Le vendredi matin, il faut repartir faire le national à 4 heures de route, faire l'exhibition le soir. Et samedi, il arrive à gagner le national, samedi, dimanche. Et il fait ça pendant 4-5 mois. Plus les événements, plus si. Et en fait, rien que la route, ça fatigue de fou. Il faut toujours être au top. C'est là qu'on n'imagine pas les performances qu'ils ont. C'est vraiment des champions. Après, les gens disent, ah oui, mais c'est facile. Mais c'est pas plus facile que de faire un 35 heures à l'usine. Pas à l'usine, non. J'exagère peut-être aussi, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Dans C'est l'image. que Ouais. c'est un joueur, un champion de pétanque, il est payé à acheter des boules, mais il faut qu'il reste performant et il y a plein de choses autour. Mais s'il n'est pas performant, il tombe dans l'oubli après, et puis c'est fini. Hein. Je vais te dire. Et pour avoir connu la pétanque ancienne, dans le temps, moi, je travaillais, hein, j'ai toujours travaillé, mais je me tapais 30 000 kilomètres par an et j'allais dans tous les coins de France faire des nationaux. Et bon, lundi, il fallait que je sois au bureau le matin et bon, ça ne m'empêchait pas de jouer à la pétanque. Mais la pétanque a évolué parce que maintenant, ils jouent la semaine, ils jouent tout le temps, quoi. Ah ben, pour exemple, tu parlais de l'exemple de Dylan. Il était la semaine dernière où on dit pétanque, qu'on parlait tout à l'heure, où j'avais Oui. été avec Laurent Maboul. Donc, il habite à Valence, donc dans la Drôme, doit être par là-bas, il me semble. Et donc, il est monté à Dijon pour le mercredi, faire le handi pétanque, l'exhibition. Enfin, l'exhibition, il a joué comme ça, il fait le handi pétanque. Il redescendait le jeudi matin chez lui parce qu'il avait des choses à faire, avec le travail aussi, voilà. Et il fallait que le vendredi, il remonte pour être le vendredi soir à Douai. C'est ça. Donc, bonjour le truc. Et on voit pas, Ça y est ouais, de la semaine de fou, quoi. ça, les gens le voient pas. Sur les réseaux, c'est, mais il est là en train de jouer au ball, il se régale. Mais c'est vrai que la route, même l'avion, moi, je sais que l'avion, ça me fracasse. J'ai fait 2 fois 1 mois et demi l'année dernière où j'ai fini et je pouvais plus tenir debout. Je faisais que de saigner du nez, j'étais mort de fatigue. À force les décalages horaires et tout. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours être au top parce que tu peux être bon pendant 6 jours. Il suffit d'être pas bon pendant 1 heure le 7e jour, mais les gens retiendront que l'heure où tu étais moins bon. C'est vrai. Surtout C'est vrai. que, bon, Rocher, il a rien à prouver. Moi, je pense que j'ai moins de palmarès, j'ai moins de choses. Donc, faut toujours, les gens attendent toujours que tu te manques pour te tacler. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Pour repartir sur ça, faut faire attention également aux insultes. Parce que pour les jeunes je sais pas s'ils écouteront ce podcast, mais faites ça pour vous et écoutez pas les commentaires. Parce que si j'aurais lu tous les commentaires, je pense que je me serais suicidé il y a 3-4 ans. Ah ben, C'est terrible. bah, c'est les jaloux, c'est les jaloux, c'est les jaloux. J'ai reçu des menaces de mort pour des vidéos de pétanque, hein. Ah ouais, Des, d'accord. des menaces de mort, des insultes, voilà. Et même, franchement, je pense que même en faisant des vidéos de pétanque, se faire insulter pour des vidéos de pétanque alors qu'on parle pas de politique, on parle pas d'argent, on parle pas de, eh ben, il y en a mais c'était de l'harcèlement, hein. De l'harcèlement, là, il y a 2 jours, j'ai reçu un mec qui m'a envoyé un message.
qui m'a dit t'es vraiment le plus gros abruti au monde. Je te fais 500 € tête à tête, caméra. Mais ils ont rien à perdre. Mais c'est des jaloux, ça. C'est des gens qui sont jaloux, ils ont rien dans la vie, et puis voilà, c'est tout, c'est sûr. C'est rageant, mais il faut les laisser parler. Au début, moi, ça m'a fait mal. Au début, voilà, parce que quand t'as 20 ans, t'es content de faire une vidéo. Moi, j'étais content que mon grand-père, il regarde mes vidéos. Et quand le grand-père, il lit les commentaires, sur 10 commentaires, t'en as 4 qui t'insultent, son petit-fils, qui a rien fait, qui a fait juste une vidéo de pétanque. Voilà, et je pense que les gamins qui ont 14, 15 ans, qui veulent faire comme moi aussi, faut qu'ils arrivent à se détacher des commentaires négatifs, parce que sinon, ils arriveront pas à passer au-dessus. Parce que c'est vrai que j'en ai reçu des fois, quand ça va pas bien dans ta vie, que tu reçois des messages, c'est compliqué, hein. Ouais, Et les gens ne voient pas trop sur les réseaux sociaux ce type de, il y a la méchanceté, gratuite. Ouais, gratuit. voilà. Ouais. T'es derrière ton écran et tu peux faire L'anonymat permet de faire des choses. Mais c'est ça. Et par exemple, là, pour jouer sur la Coupe de France, Robinho, qui a quand même pas mal joué du tour, il manque juste Il a pris cher. Hein. il manque juste la dernière mène. Il a pris cher. Hein. Putain, il a pris cher. Rocher, Rocher au championnat du monde. Le mec, il est quand même 4 fois champion du monde de tir de précision à haut de suite. Et c'est comme si il passe une fois à côté sur toute l'année, mais tout le monde lui tombe dessus. Alors que c'est Diane Rocher. Je veux dire, il y a quand même, je sais pas, c'est pas grave, champion, continuez. Et c'est pas la même mentalité que ça à l'étranger. L'étranger, ils soutiennent vastement. J'étais joué en Tunisie. Tu peux me manquer 15 boules de rang. Ils vont te dire, pas grave, frère, prochaine. Allez, champion. Mais après, c'est la mentalité française, hein. Franchement, c'est. Et Dylan, la semaine dernière, Dylan au handi pétanque, incroyable. Et toi, il est venu, je parlais de ses déplacements et tout. Il a fait un concours de tir donc contre une handicapée comme ça en amical, hein, c'est en amical, mais il a fait un concours de tir, il y avait 6, 7, 8, 9 mètres. Ils ont tiré 3 boules à chaque distance, donc ça fait 3 x 4, ça fait 12. Et après, il a fait la demi-finale, la finale, donc il jouait en triplette. Il n'a pas manqué une boule, ça doit faire 35 ou 40 qu'il a tiré de suite, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Non, mais Même si c'est des parties détendues comme ça, le mec, c'est un niveau de jeu incroyable. Il faut les taper, hein. Moi, même en partie détendue, quand j'en tape 25 de rang, je suis content. Non, mais bien sûr. Moi si j'en tape une, je suis content. mais voilà, après, donc, sur les réseaux, voilà, faut vraiment, même si vous faites vos vidéos, voilà. Sinon, vous désactivez les commentaires, mais au moins, vous n'avez pas de problème parce que c'est vrai que ça peut faire buzzer, mais ça peut aussi faire sombrer. Et sur d'autres influenceurs qui sont tombés dans la dépression ou autre. Voilà, après, moi, je vais pas vous mentir que les 2 premières années, ça a été très compliqué, hein. Quand tu arrives je sais que je me suis mis une pression incroyable sur les concours. Je pouvais taper 95 boules sur 100 à 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres à entraînement, et arriver en concours et manquer de trip à 6 mètres. Parce que j'avais peur de regarder les autres et parce que tu te faisais que te faire insulter. Si tu viens plus sur un terrain pour te faire plaisir, t'as peur, hein. Ouais. Et en plus, la pétanque, c'est mental, principalement. Oui. Et ça m'est arrivé, moi, sur un concours quand même, où je parlais à personne, j'étais avec mon équipe, j'étais dans le rond, le mec qui est arrivé par derrière m'a fait une béquille dans le genou en me disant, t'es pas en train de faire tes petites vidéos de PD, là. Non. En plein concours. Et après, les gens, ils te disent, Tanguy, on ne voit pas en France. Désolé, mais en fait, si je joue pas avec 2 amis voyageurs, je vais me faire toujours embrouiller. Alors que je vous dis que sur les vidéos de pétanque, qu'il y a des meilleurs joueurs que moi et que je fais ça pour promouvoir le sport. Oh, c'est l'image de notre France aujourd'hui, malheureusement. Ah oui. Je veux pas faire de politique, de quoi que ce soit. Mais non, je ne veux pas du tout. Mais malheureusement, c'est l'image d'aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe dans le monde, en France et tout. C'est grave quand même. T'es dans le rond, t'es en train de jouer, le gars il vient de faire une balayette. Non, mais c'est grave quand même. Oui, mais c'est pareil. Dans tous les sports, c'est la même chose. Dans tous les sports, tu vois Rabiot qui joue au PSG. Oui. Ben voilà, mais c'est l'image. Je te parle en général. Hein. Il n'y a pas de politique. C'est juste, regarde l'image. Le gars change de club. Moi, je suis pas foot du tout. Hein. Mais le gars change de club, machin. Tu vois les commentaires. Mais c'est une honte. Mais c'est comme ça. Donc, en fait, on va revenir sur la pétanque. Parce que bon, et puis des choses un peu plus joyeuses. Parce que, toujours dans l'optique du développement de la pétanque. Tout ce que tu as fait depuis 5-6 ans comme ça t'amène à un nouveau poste
original. On t'attendait peut-être pas là et tout. Je sais pas, il y en a. Moi, personnellement, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ça. Tu viens d'être nommé DTN, directeur technique national à la Roumanie, en Roumanie. Ouais. Donc, En bon, Roumanie. tu as signé ta licence à Bucarest, hein, au club, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi. Alors, comment t'es arrivé à ce poste déjà Et donc oui, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, depuis le début des vidéos, j'ai eu l'occasion de jouer dans 37 pays. Donc j'ai eu l'occasion de jouer au Pérou, Mexique, États-Unis, Canada, Tunisie, Laos, Thaïlande, dans une bonne partie de l'Europe. Et donc moi, mon but ça a toujours été de découvrir les pays et de voir comment je pouvais les aider en compétition, mais également en apportant de la visibilité pour aider à trouver des sponsors ou aider à promouvoir le sport. Et en fait, lors d'un événement, donc j'ai fait 4 ans à Monaco, que je remercie et tout, que ça m'a ouvert pas mal de portes. Et, euh, et, et là, la Roumanie, en fait, c'est arrivé que j'ai fait une semaine de mon événement des vacances pétanques en Bulgarie. Et il y avait 2 joueurs roumains qui sont venus me voir et qui m'ont dit, on est en train de créer la fédération de Roumanie. Et donc, on essaie de développer. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, ça se passe pas hyper bien avec Monaco. Si vous voulez, je viens dans votre pays, vous développez le pays. Mais bon, j'avais des propositions en Hongrie et en Lettonie aussi. Et, euh, et voilà. Et donc, ça a avancé tout au long de l'année. Ils sont venus au championnat du monde. Et donc, Monsieur Azema leur a dit, c'est bon, vous pouvez créer la fédération. Donc voilà. Après, l'idée, c'est de leur apporter, de leur faire gagner beaucoup de temps, en fait. Parce C'est ça. que Parce que donc j'allais te poser la place de la pétanque en Roumanie, donc c'est les tout débuts en fait. Donc il y a combien de licenciés maintenant? Parce que j'ai pas réussi à trouver. Alors, déjà, la fédération est toujours pas créée, hein. Elle va être officialisée le 5 avril, mais ça a été déposé, l'agrément, ministère et tout. Pour le moment, va y avoir 4 clubs et pour le moment, ils sont à 110 licenciés. Donc, voilà, il y a le club sportif Bucarest, il y a Corbianca, c'est 2 clubs à Bucarest. Il y a le FC Cluj, qui est une grande ville de Roumanie, et il va y avoir un 4e club qui va s'ouvrir. Et donc voilà. Après, l'idée, ça va être de créer plusieurs clubs là-bas. Là déjà on va installer des terrains de pétanque au lycée français, donc 3 terrains de pétanque où les jeunes français, jeunes roumains qui apprendront le français pourront passer leur bac avec la pétanque en points supplémentaires comme en France. Ah ouais. Donc ça c'est assez cool. Et l'idée voilà, ça serait de créer de plus en plus de clubs et euh, et voilà, et donc également répertorier les Roumains qui sont en France, en Espagne et à l'étranger, parce que on a quand même quelques très bons joueurs roumains qui vivent en France et donc qui peuvent être susceptibles. Ah non, Alced Orient, il est quoi? Non, c'est arménien, lui. Il est arménien, lui. Ah oui. Mais il y a quelques très bons joueurs roumains, donc l'idée c'est d'en récupérer là. À l'annonce, j'ai déjà récupéré une dizaine de prénoms, de noms de joueurs, et je pense qu'on va encore en récupérer quelques-uns. J'en ai récupéré un aux États-Unis. J'ai un contact aussi, voilà, pour des joueurs espagnols, des Roumains d'Espagne, et donc on va peut-être sur la première année être à 200 personnes, 150, 200. Et donc l'idée à terme ce serait de monter sur les 2-3 ans, de monter à 500 et petit à petit augmenter. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de leur apporter déjà le savoir-faire, on va dire, français. Que ce soit pour créer un championnat des clubs, créer une coupe de Roumanie, les aider pour aller chercher des sponsors. Parce que c'est quand même plus facile mais d'arriver avec, on va dire, avec une vedette, avec un appui audiovisuel pour aller trouver des sponsors ou pour aller parler au ministère, que de dire, oui, on est petite fédération de 2 clubs, on connaît pas les règles, voilà. Ah ouais, c'est bien ça. Donc c'est plutôt par rapport à ça. Et l'idée à terme, donc, ce serait déjà de faire les championnats d'Europe l'année prochaine avec et tout et réussir à faire un championnat du monde dans les 2-3 ans avec une équipe roumaine. Et tu vas créer aussi, je suppose, des championnats départementaux, comme en France ou pas? Pour le moment, on va créer, il n'y a que 4 clubs, on va pas faire des départementaux, mais je pense on va faire une coupe de Roumanie. Comme ça, on pourra déjà envoyer une équipe en Coupe d'Europe. Bon, D'accord. l'équipe, comme je vous dis, c'est comme si vous envoyez une cas. C'est Oui. pour le moment les joueurs. Et voilà, après, je vais leur proposer des stages. Je vais leur ramener des joueurs qui vont venir donner des cours sur l'année. Et l'idée, c'est de pouvoir former, surtout former les jeunes. Et donc voilà, après, si dans 3 ans, il y a 60 clubs, bien sûr qu'on fera plus de 2-3 départements. D'accord. Donc, c'est un gros projet. Après, ce qui est bien, c'est que les personnes sont motivées, sont soutenues par pas mal
de sponsors. Là, par exemple, ils font leur première internationale de pétanque, fin avril. C'est ce que j'allais parler, ouais, du tournoi international à Bucarest du 25 au 27 avril sur la plateforme de Romero, c'est marqué. C'est ça. Et donc voilà, ils font leur première internationale. Bon, c'est un Open international, mais c'est complet. Il y a 32 équipes en triplette, 48 en doublette, avec d'une douzaine de pays d'inscrits. Et ils ont réussi à récupérer du budget où il y a plus d'argent à gagner que presque un régional ou un national en France. Le doublette à 48 équipes, je crois qu'ils mettent 2400 euros. Ah oui. Donc voilà, mais après les infrastructures sont bonnes, il y aura des cadeaux pour tout le monde et voilà, ils ont l'objectif vraiment de faire quelque chose de bien. Voilà, après on va démarrer petit. L'idée c'est de leur apporter de leur apporter du soutien, que ça soit pour leur trouver des sponsors, leur trouver des contacts. Si demain ils ont besoin de trouver des arbitres, ils n'ont pas besoin de chercher parce qu'à l'étranger ils connaissent pas en fait. J'étais en Hongrie, j'étais en Grèce. Ils suivent les médias français, mais vu que ça parle français, ils comprennent pas, il y a pas trop, et les Français s'exportent peu là-bas. Et donc, l'idée, c'est de leur apporter, voilà, déjà tous les contacts pour pouvoir avancer plus rapidement. Et comme ils partent de zéro, je pense, tu en as parlé un petit peu, ouais, c'est de créer un peu toutes les structures, comme tu disais, les championnats, les clubs, voilà, vraiment créer les structures qui permettent de faire comme ça. Il va falloir des terrains, oui, il vous faut 10-15 terrains pour créer le club, enfin voilà, etc. C'est ça. Ces choses-là, quoi. C'est ça. Normalement, pour avoir l'agrément du ministère, je crois que c'est 10 clubs. Mais donc là, la fédération internationale leur ont donné un truc comme l'Irlande où c'est une association, en fait, la fédération, c'est une association de clubs. Comme ça permet. Mais il faut savoir quand même que c'est un des rares pays quand même qui n'avait pas encore de fédération. Et petite question, les amis. Vas-y. Question piège. Est-ce que vous savez combien existe-t-il de fédérations de pétanque dans le monde? Oh, pas du... Une soixantaine, moi je dirais. J'allais dire presque 100, ouais. Mais c'est du hasard. Bon, je sais pas combien. Et tous les pays, ouais, 120. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a 102. Ah, mon sang. Et ben, donc, avec la Roumanie, 103. Mais donc, par exemple, moi, j'ai récupéré le maillot de l'équipe nationale népalaise. Je suis ami avec le président de la fédération mongole de pétanque, avec les Paraguayens. Et voilà. Par contre, Thierry, t'étais vraiment loin. Oui. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y avait déjà 48 équipes au championnat du monde de Dijon. Ah oui. Donc, Mais c'était complet. Oui. Et donc, tu pouvais en rajouter sans la Thaïlande, le Maroc et tout. Il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup. Tu aurais été très loin du score. C'est vrai. Ah oui. Ah, Thierry. Ah, Thierry, il est habitué à tirer, c'est un tireur. Donc, Oui. il n'est pas habitué à compter les points. Et moi, je tire mes boules, après tu comptes les points. Mais c'est vrai que voilà le point fort que j'ai, c'est que avec tous les pays que j'ai eu l'occasion de faire, mais en fait maintenant je connais presque toutes les fédérations, les calendriers, comment ça se passe, et il y a plein de choses assez surprenantes. Mais dans les pays arabes, par exemple, ça joue en 11 points. Ah ouais. Au Laos, c'est en 9 points. En Thaïlande, c'est des parties en 11 points. Quand tu sors de poule, tu rentres dans des poules de vainqueurs. Pour ressortir de poule, pour rentrer dans des poules de vainqueurs. Ah bah, dis donc. Tu fais 16 parties là en journée, sur 200 équipes. Il y a plein de règles spéciales. Par exemple, pour que ça aille plus vite, en Thaïlande, le cochonnet. Si moi j'ai des boules, toi t'as des boules, Franck. Je tire le bouchon sans faire exprès, le bouchon sort, bah t'as un point pour toi. Ah ouais. Donc même quand t'es dans la merde, que t'es 4 boules une boule à 4, tu peux pas tirer au bouchon. Tu prends un point, mais tu peux jamais te sauver. Donc là, ça évite que les parties durent longtemps. Ah ouais. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas un règlement international qui soit pour tous les pays. Non, mais eux, c'est les pays inventent. Hein. Ils font pas de Il y a des compétition. pays, les pays africains font des parties d'intérêt en 5 points. Voilà, ouais. C'est. Oui, voilà, comme. C'est pas les parties de compétition officielles, c'est les parties de compétition amicale en dehors, ça. Mais j'ai fait les parties au Laos, j'ai fait un tournoi officiel avec 9 points.
En 9 points. C'est vraiment chacun a ses règles. Ouais. Et voilà. Et après, allez, deuxième petite question piège. Ah bah, on va encore perdre, on est encore perdu. Est-ce que vous savez quel est le deuxième pays qui compte le plus de licenciés au monde? Bah, en Europe, mais je sais pas lequel. Ouais, La France, on a 300 000. Hein. Ah, moi, je verrais bien peut-être un pays asiatique. Le Ben moi, deuxième, il a je- le j'aurais dit le deuxième a Maroc, 50 000 licenciés. j'aurais dit le Maroc ou la Tunisie. Le deuxième, il a 50 000 licenciés. Et la Thaïlande est troisième avec 40 000 licenciés. Ah, j'étais pas loin La déjà. deuxième, pour Guy, t'as dit quoi, la deuxième? Ah ben non, c'est ça la Eh, question. ça pourrait être, tu sais, l'histoire bête, ça pourrait très très bien être les États-Unis parce que ça correspondrait à la population aux États-Unis, La mais boutique. ils jouent quand même. Je dirais un pays d'Europe, moi, mais. Non, les États-Unis, on est à 3 500 licenciés. Ah, je crois qu'il y en avait plus que ça quand même. C'est le Non. deuxième pays au monde au nombre de licenciés en pelote basse, par exemple. Ça joue énormément à la pelote basse qu'aux États-Unis, quoi. Tu vois, dans le genre de truc un peu surprenant. Bon, il y a l'Espagne, ils doivent en avoir pas mal, l'Espagne, mais L'Espagne, ils sont à 9 500. c'est pas beaucoup. Ah oui. L'Italie à 3 500. La Hollande, on est à 14 000. 15 000. Les Belges, non? Non. Non, bah c'est asiatique alors encore là, mais lequel? Vous n'allez pas trouver. Non? Bah, vas-y, dis-nous alors. Alors, le deuxième pays comptant le plus de licenciés, c'est la Chine. Ah ouais. J'étais Un peu dans les mon pays idée des asiatiques. États-unis, hein. Un peu dans mon Ouais. idée des États-Unis, hein. C'était un peu dans le même. Pour eux, c'est presque rien, 50 000, mais pour nous, pour la ça. Mais ça joue énormément là-bas. Ça joue D'accord. énormément. Lui, ça joue surtout dans le sud, mais donc ils sortent pas du pays. Ils ne sortent pas. Ils ont y aller, non? J'ai eu l'occasion de jouer à Hong Kong, Ah oui, j'ai vu Hong Kong, ouais. mais c'est totalement, c'est un international, 14 équipes. Que des équipes nationales. Il y avait la Thaïlande, il y avait la Chine, il y avait Hong Kong. C'était assez drôle. Et il y a trop d'écart. Hein. Il y avait les championnes du monde thaïlandaises. Elles sont venues, il y avait 8 équipes en féminine. Je pense qu'elles ont pris 3 points de maximum. C'est trop d'écart. Hein. Très fort. Non, mais c'est comme si tu ramènes Rocher sur le concours en 3 parties de la mêlée du club à 25 équipes. Il peut pas, il y a des pays, il y a tellement d'écart de jeu. Et comme je vous dis, en fait, la plupart des pays, surtout dans l'Europe de l'Est, c'est qu'ils apprennent sur le tas. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'entraîneur pour le positionnement. Et c'est pareil en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont tous des gestes assez spéciaux en Afrique ou autre, parce que ils apprennent sur le tas. Mais souvent dans les pays où il y a peu de licenciés, il y a souvent, j'ai eu au championnat du monde, un qui joue bien dans l'équipe. Il y a toujours un qui joue mieux et deux autres qui sont là et qui font la présence, quoi. Ouais, c'est Voilà, un peu catastrophique. Ouais. Après, voilà. Ben, après, après, moi, je sais que, voilà, en dehors des vidéos, par exemple, j'étais au Mexique. Franchement, les Mexicains, ils sont en train de vraiment, là, ils sont passés à la barre des 600 licenciés. Mais il y a 3 ans, il y en avait 400, 200. Donc, ils sont en train d'augmenter, ils sont en train de bien prendre. Mais eux, c'est en train de très bien s'organiser là-bas. Mais j'ai proposé à la fédération des idées pour augmenter la pétanque dans le pays. Mais voilà, parce que là, ils ont envoyé une équipe en Mexique, en championnat du monde. Mais l'équipe mexicaine, sans vouloir leur faire injure, il y en a qu'un qui joue très bien sur les 4. Et c'était 2500 € le billet d'avion. Donc, ils vont demander de l'argent, de faire des tombolas, vendre des t-shirts. Moi, je lui ai dit au président de la fédération mexicaine, sans vouloir, mais il est au courant du niveau de son équipe. Je fais, au lieu d'envoyer des joueurs qui vont finir 46e sur 48 en championnat du monde, l'argent que vous récupérez, embauchez quelqu'un à la fédération qui sera chargé de créer des terrains, de chercher des sponsors et de donner des cours aux jeunes. Parce que là, envoyer 9 000 € pour payer des billets d'avion, les 9 000 €, le salaire moyen là-bas, c'est 400 €, les pesos. Ça fait, je sais plus combien de pesos. Avec 400 €, ça fait 4 800 € l'année. Donc, il pourra avoir une personne à plein temps qui bosse du lundi au vendredi pour la fédération mexicaine. Oui. C'est vrai. Et c'est ce que tu vas construire en Roumanie. Mais moi, l'idée avec la Roumanie, c'est de réussir à faire vraiment avancer le pays.
Non, mais C'est c'est bien ce que j'ai compris. J'adore les idées que tu peux développer. après, Tu pars vraiment de la base, donc c'est ça qui est intéressant. À partir de ce que tu connais sur la structuration de la pétanque en France qui marche très bien, mais voilà, c'est pas, c'est pas encore duplicable vu le peu licencié, mais partir sur des bases intéressantes. Ouais, après, travailler avec les écoles, peut-être aussi. ouais, ouais, mais ça, déjà, que Im pour être dans le lycée français, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et voilà, l'idée, c'est de créer des boulots dans le public, c'est c'est de proposer aux grandes villes, aux mairies, de leur donner des initiations de pétanque gratuites pour des éducateurs et tout. C'est vraiment, c'est un projet sur le long terme. Ça va pas se faire en un an, mais l'idée, c'est de mettre les joueurs français les joueurs roumains français pour les prochains championnats d'Europe et du monde. Et quand on aura des joueurs, ben, envoyer une équipe jeune, envoyer des joueurs vraiment roumains pour représenter le pays. Non, mais c'est bien d'avoir un jeune comme Tanguy. Moi, je te connaissais pas, hein, mais en t'écoutant, je me dis, c'est vrai que l'avenir, c'est comme ça, c'est dans la pétanque de promouvoir un peu partout. Alors, par contre, c'est pas gagné d'avance, il va falloir des années avant d'y arriver. Ah oui. Mais Non, mais c'est vrai que après, voilà, petit à petit, voilà, on peut pas. Après, moi, l'idée, voilà, je vais être avec eux une bonne partie de l'année, parce que moi, je suis quand même 8 mois de l'année à l'étranger. Mais d'être avec eux un mois et demi, voilà. Et après, toutes les semaines, on a des visios, il y a des projets, voilà. Et je suis sur un autre projet humanitaire là en ce moment aussi sur la Côte d'Ivoire. Donc là, vous allez voir dans les prochaines semaines, on va lancer une récolte de boules dans toute la France, des boules usagées qu'on n'utilise plus, boules usagées, boules dépareillées, boules de compète. On va faire ça de début avril jusqu'à la Marseillaise en juillet. Et en fait, l'idée, c'est de récolter des boules pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et donc, on a le ministère des Sports, le ministère depuis longtemps. Comment? Ça se faisait depuis longtemps en Afrique. Dans le temps même, on en envoyait des boules. Oui. Moi, j'en ai Non, mais donné. moi, je sais que ça a été fait. Ça a été fait avec Madagascar, avec le Togo, avec plusieurs. Après, là, l'idée, c'est de faire une récolte dans toute la France. Donc, on va peut-être récolter entre 1000 et 5000, 10 000 triplettes de boules. Donc, on a plusieurs associations en Côte d'Ivoire. On a le ministère des Sports qui nous soutient. Et on a les 70 clubs du pays qui auront des triplettes de boules. Donc, on va aller là-bas en septembre, 13 au 28 septembre, rencontrer des associations, donner des initiations. On va créer un international également pour inviter les clubs à venir récupérer leurs triplettes. Et donc, le projet, pareil, c'est sur le long terme. L'idée, c'est de venir chaque année, voir comment les clubs ont progressé, combien il y a de licenciés en plus. C'est super intéressant. Ah ouais, c'est génial. Ouais, Belle initiative. bravo. Voilà, c'est humanitaire. Hein. J'ai pris beaucoup de mon temps parce que ça me tient à cœur. Ça fait des années que je voulais le faire et j'avais pas réussi à trouver de nation sérieuse pour vraiment pouvoir avancer. Donc là, je suis allé 2 fois. J'ai rencontré le ministère des Sports, les associations. J'ai vraiment pris de ma personne, mais c'est vrai que c'est une bonne idée humaine. Et voilà. Et après, l'idée, c'est que si demain on a 10 000 triplettes de boules, on va pas donner 10 000 à Côte d'Ivoire. Par contre, on ira donner 300 triplettes au Togo, 300 triplettes au Burkina, 400 triplettes au Bénin. On partagera avec les voisins. Parce que l'idée, c'est quand même la progression de la pétanque. C'est pas que pour un pays. Non, mais Donc, on sait pas. Pour le moment, j'ai une trentaine, quarantaine de clubs en France, dont des comités départementaux qui vont nous faire des récoltes. Et après, quand ça va être lancé à la télévision, peut-être qu'on en aura 100 ou 150 des clubs. Très bonne initiative. on verra. Moi, j'ai pas de rôle dans le comité. Thierry est plus proche et verra s'il veut les inviter à On va voir ça. participer. Et c'est pas par chez vous, Romorantin. Non, c'est moi. Ah, je suis pas loin. Moi, je suis à Langon. Je suis Langon. licencié à Langon, moi. Je suis pas loin de chez moi. Parce que je sais que je vais avoir le comité de chez vous qui va être partenaire. Le Loir-et-Cher? Ah ben, t'as lu le président du comité, c'est Eric Clément. Moi, j'ai eu quelqu'un de Romorantin, en fait, Ah, de Rome, ouais. et qui m'a dit que le président du comité était intéressé pour faire la récolte, mais qu'il fallait que je revienne vers lui quand C'est le président, ouais, c'est le président de mon club et le président du comité, Eric Clément. Donc ouais, risque d'y avoir. Je vais le recontacter là dans les prochains jours. Ah, il est Pour l'instant, on a eu l'accord de principe du ministère, mais on attend le papier officiel pour pouvoir lancer quand même la fiche, parce que suffit d'avoir un retournement de situation, on peut plus envoyer les boules. Ouais. Bon, tu C'est- trouveras toujours un autre pays après. Il faudra refaire les démarches, mais Ouais, après j'ai des infos au Bénin, au Togo, Burkina. Bon, l'idée c'est parti de base avec la Côte d'Ivoire. oui. Donc voilà.
Non, il n'y a pas. Non. Voilà, donc le métier d'influenceur, non, il n'y a pas que des vidéos. Il y a beaucoup de projets. C'est beaucoup de projets, beaucoup de rencontres et, euh, et beaucoup de social aussi. Ben, j'adore Donc ça, ça, discuter avec les gens, comme vous pouvez voir. Mais voilà, à l'étranger, c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Moi, je fais un. c'est super. C'est super. Ouais, on va pas faire non plus, parce on essaie de se limiter en temps, parce qu'après, les Pardon, pardon. gens restent pas. Non, mais c'est pas que ça n'intéresse pas, c'est que les gens coupent, les gens veulent que ce soit trop vite, alors qu'on pourrait en faire des heures et des heures, venir à chaque fois sur n'importe quel sujet qu'on fait, ça c'est sûr, et c'est passionnant. Juste avant de finir, quand même, on va te faire comme on fait à tous nos invités. On a un petit questionnaire invité à la fin qui te permet de nous livrer quelques anecdotes, quelque chose un petit peu plus, d'en apprendre un peu plus sur toi. Alors, la première question, un joueur ou une joueuse qui t'a toujours impressionné? Sarawut Srimonpong, alias Jack, Ouais. de Thaïlande. Ah, lui, c'est mon joueur préféré. C'est mon idole. Ton plus grand moment de pétanque? Voilà. Mon plus grand moment, je pense que c'est quand j'ai eu l'occasion de faire le Téléthon, que j'avais une pression monstre avec les 4 millions de téléspectateurs, que j'appelle mes parents 2 minutes avant en disant ça va être compliqué et que j'arrive à taper 19 boules sur 20 en direct. Et après, j'ai pris 4 heures avant de redescendre. 4 heures avant d'évacuer la pression. Je crois que j'en ai pleuré. Ben, je l'ai vu, ça. Ton pire souvenir sur un terrain? Ah, mon pire souvenir, il y en a eu. Bah, sur les premières années. J'étais joué en Pologne. J'étais joué en Pologne avec Rémi Gallo et Jean Casal. En 4 jours, j'ai pas attrapé une boule. Mais quand je vous dis pas attraper une boule, c'est que même à l'entraînement à 4 mètres, elles sortaient pas les boules. C'est même pas que j'avais la pression. Mais quand tu fais 4 jours en système suisse, en faisant 7 parties dans la journée, sans attraper une boule, allez, j'ai fini, j'ai pleuré. La journée elle est longue. Ah non, mais affreux, affreux. Et ça m'est arrivé 2, 3 fois de faire des concours. Je me dis, qu'est-ce qui se fait sur ce terrain? Parce que moi, je suis un peu quand même, je suis vachement émotionnel. Et tu te dis, je n'ai pleuré, hein. La Pologne, j'étais dépité. Et un souvenir plutôt embarrassant, peut-être, une histoire un peu plus drôle, plus que de niveau de jeu, comme ça, un truc embarrassant qui t'est arrivé sur un terrain. Euh, non, il y a eu un moment où c'était très, très, très chaud en Espagne l'année dernière. On a fait un tournoi avec Nicolas Legros, là, un des international doublette à 192 équipes. Et on a pris les Espagnols. Et sur les 8 parties, ils ont triché 4 fois. Et 4 fois où ça a été très tendu, où à la fin, ils ont voulu venir sur le terrain pour en découdre alors que c'était eux qui trichaient. Donc c'était assez embarrassant. Mais la partie, on perdait 3-12. Le monsieur a triché, on a gagné 13-12. Et après, on a refait une autre partie où ils nous enlevaient le score. Ils baissaient le score, les spectateurs. Et pareil, ils ont perdu 13-12. Et la finale, les gamins, on a pris des gamins qui nous ont pris de haut avec tout le public contre nous. Et bon, on a quand même gagné. Et donc, les Espagnols, c'était un peu tendu quand même. Et ils nous ont pas donné de coupe. On a fini premier dans international, qui est dans les 5 plus gros internationaux du pays. Ils ont pas voulu nous donner de coupe. Oh là, carnage. Mais c'était très tendu. Alors que en 32e, on est 3-11. Et le monsieur, il pointe, il se noie. Et sa boule, elle revient. Et il me dit, elle est bonne, la boule. Je lui dis, ta boule, elle est sortie de 40 cm. Il me dit, si j'appelle l'arbitre, elle est bonne. Et je lui dis, bah, appelle l'arbitre. Et j'ai pété un câble et j'ai mis un coup de pied dans la ficelle. Sauf que la ficelle s'est décalée. Et quand l'arbitre est arrivé, il a vu que la boule était noyée du coup. Donc là, le monsieur a dit que j'avais triché. J'ai dit, bah, non, monsieur l'arbitre, elle est là. Et donc, après, on a tiré 15 fois au bouchon. On a gagné 3h40 de partie. On a gagné 13-12. Et après, on a gagné le tournoi le lendemain. Et alors que le jeune, s'il n'aurait pas voulu tricher, on avait perdu et on n'aurait jamais gagné d'international. Assez embarrassant, mais après, on en rigole quand même. Ouais. Oui, voilà, c'est un souvenir, ouais, après, c'est une très bonne anecdote. Si tu pouvais changer une règle du jeu, ce serait laquelle?
J'ai innové dans le questionnaire. Et moi, je vois la tête des coéquipiers. Il y a quelques nouvelles questions. Et le cercle. Le cercle, si on mord légèrement par derrière, ça dérangerait pas trop, je pense. J'aimerais bien que ça... Moi, ça m'arrangerait, moi, surtout. Ce serait plus pour moi, parce que des fois, je mords pas mal. Eh ben, en Espagne, 8 parties, 7 cartons jaunes, 2 cartons oranges. Ouais, Et là, c'est c'est vrai. Mais pourtant, Parce que sur ta gestuelle, quand tu rentres dans le rond, t'as les pieds tankés quasiment à côté, non? Non, mais moi, le souci, c'est que je fais un pas avant de rentrer dans le rond. Oui. J'arrive derrière, je fais un pas, sauf que je regarde pas où je me mets le pas. Donc, des fois, je mords, des fois, je mords pas. Ah, d'accord, ok. Parce que quand tu fais ta gestuelle, j'ai l'impression que tes deux Ouais. pieds sont à côté. Par contre, ce qui est très, très bien, et qu'on n'a pas signalé, que j'ai pas signalé, c'est qu'en Espagne, les arbitres ont tous un casque où ils peuvent discuter entre eux. Donc, s'il y a besoin d'aller sur un terrain ou d'aller quelque part, ils sont tous liés, les arbitres. Ça pourrait être bien en France. Ah oui. Surtout que c'est des systèmes qui coûtent pas très cher en plus. Si tu devais choisir un coéquipier idéal, ce serait qui? Un coéquipier idéal. Alors, comme je dis, hein, ça aurait été bon pas, ça me régalerait. Sinon, le joueur français que j'apprécie beaucoup, c'est, ils le savent même pas, je pense, c'est Kevin Lelouch et c'est Olivier Marjorie. Parce que quand j'étais gamin, que j'avais 14 ans, je regardais la télé, il me vendait du rêve et du coup, c'est resté comme ça, des joueurs que c'est des très bons joueurs départementaux, régionaux, mais que c'est pas des stars. Mais eux, si j'ai l'occasion de jouer avec eux un jour, je serais comme un gamin. Donc, impeccable. Merci à toi, Tanguy, pour ta présence. C'était super intéressant. Enfin, pour moi, j'ai trouvé, en tout cas. J'espère que tout le monde y a pris grand plaisir. On va te souhaiter évidemment beaucoup de réussite dans la nouvelle aventure en Roumanie, puis dans la suite de tes aventures aussi, parce que c'est pas que du plein temps en Roumanie non plus. Hein. Ça va t'occuper un peu, mais pas tout le temps. Et on va remercier également tous les gens qui nous ont écoutés pour ce 10e épisode. Pensez à le partager, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast pour que le plus grand nombre l'entende. Ça peut être intéressant. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, hein, Deezer, Spotify et tout, grâce à Sport Content qui nous aide à le mettre en ligne. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc voilà, donc merci à tous, bonne soirée. Donc merci Franck, merci Thierry et merci Tanguy, bonne soirée. Les gars. Eh bien, bonne soirée à vous. Ouais. Merci.